Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. La maladie d'Alzheimer touche 850 000 personnes en France. Chaque année, on estime à 225 000 le nombre de nouveaux cas et à 3 millions le nombre de personnes qui seraient concernées indirectement par la maladie, les aidants familiaux entre autres. Alors certes, il n'existe pas encore de traitement, mais des associations telles que France Alzheimer Vendée accompagnent les familles touchées par la maladie dans notre département. Cela se passe notamment par la mise en place de rencontres, de conseils, d'ateliers d'art pour tordre le cou à quelques préjugés et surtout montrer qu'Alzheimer n'est pas synonyme de fin de vie. On peut vivre avec et c'est avec nos deux invités que nous allons en parler sur le plateau de la grande émission. Mais d'abord, je salue mes chroniqueurs. Franck Jahan et rappelez-moi votre prénom. Baptiste. Alzheimer. C'est pour faire un peu d'humour parce que c'est pas une émission facile à faire et surtout ne pas rentrer dans le pathos. Baptiste. Ananas. Ananas, fruit royal par Ouais, excellence. ça sent bon sur le plateau. Non mais sérieux. C'est moi, c'est Oui, c'est vous. C'est votre fragrance, c'est ma pardon. fragrance, Voilà. c'est naturel. On parle ananas pour les deux parties de la chronique. Oui, alors d'abord de l'ananas et puis après de ses cousins et cousines. Alors, On moi, je verra. savais pas que ça existait, les cousins. Ah, vous allez voir, famille nombreuse. Hein. Famille nombreuse. Et alors, on est bien mercredi, on n'est pas jeudi, parce que je sais que vous êtes habitué de voir Franck jeudi, mais Franck, il est là aujourd'hui exceptionnellement. Pourquoi ? Parce que Franck, bonjour Franck, vous êtes gérontologue, et on s'est dit que la thématique d'Alzheimer, vous en avez déjà parlé dans la grande émission, et on s'est dit que vous étiez expert dans la matière, et donc vous étiez tout légitime pour venir faire une autre émission. Expert, je ne sais pas, en tout cas, professionnel de l'accompagnement. Exactement. Et magnifique sujet, effectivement, à partager avec nos invités. On parle de quoi, Franck ? Alors, nous allons Oui, parce qu'il va parler falloir bosser quand même, hein. d'une très belle histoire entre un papa et son fils, D'accord. en première partie d'émission. Et puis ensuite, nous parlerons des effets de la danse, du chant et de leur impact sur la mémoire, justement. Notamment la notion de la mémoire. Tout à fait. Merci beaucoup, on voit ça tout à l'heure. Alors, nous sommes en compagnie de deux invités. Marie-Hélène Gavrel, bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Vous êtes présidente et coordinatrice, mais vous êtes présidente de France Alzheimer Vendée. On va revenir là-dessus. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande Merci à émission. vous. Et à côté de vous, c'est Marie-Marjolaine, quel joli prénom, Dupont. Vous êtes art thérapeute et artiste. Et vous êtes intervenu dans le cadre de l'association, justement, auprès de maladies d'Alzheimer, et on va en parler ensemble avec vous. Merci en tout cas d'être ici, Merci. sur le plateau de la grande émission. On va faire un petit point. J'ai parlé des chiffres nationaux, les chiffres, on va faire un petit focus sur le département. Déjà, depuis quand l'association vendéenne existe ? Depuis 1991. Ah oui, Oui. c'est pas récent. Ah non, non, non. Elle Ah, a d'accord. été créée par des familles Ouais, qui accompagnaient leurs malades au cantou de l'hôpital de Saint-Jean-de-Mont, ouais, hôpital local. ouais. Et l'hôpital avait pris en charge les malades, mais il n'y avait rien pour les aidants à D'accord. l'époque. Et ces familles ont eu besoin de se retrouver et de chercher entre elles vers qui se tourner pour être aidées. D'accord. Et donc, alors juste pour dire, on dit France Alzheimer Vendée parce que ça fait partie d'un réseau national. Oui. On est voilà, d'accord. Oui. Et que vous en êtes la présidente. Alors, pourquoi vous en Oui. êtes la présidente, Marie-Hélène ? Alors, je suis la présidente parce que l'association a fait l'appel à moi, mais Ouais. plus profondément, je lui ai donné la parole à ma maman qui nous avait laissé un écrit à lire après son départ. Qui était atteinte d'Alzheimer ? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Et maman avait écrit « Quand je serai partie au ciel, ne me pleurez pas, aidez les autres. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous aidez les autres. Alors, on va peut-être préciser aussi au niveau de l'association, c'est pas une association qui est dédiée aux malades, c'est une association qui est dédiée aux aidants. » Alors, c'est une association de famille. C'est ça. Voilà, touchée par la maladie d'Alzheimer Ouais. ou une maladie apparentée, c'est important de préciser aussi. Hein, ou C'est-à-dire, comme- une maladie neurodégénérative, D'accord. autre qu'Alzheimer, mais cousin, cousine aussi, hein, d'Alzheimer. Ouais, on va parler des cousins qui viennent à la Et donc, cette association a d'abord été créée par des familles, pour des familles, mais travaille aussi de façon mixte avec des professionnels, parce que c'est très important ensemble de chercher comment aider les autres. Et puis, de plus en plus, des malades nous rejoignent également. Ah, d'accord. Des malades en début d'évolution ou des malades jeunes aussi, hein, et des aidants de malades jeunes. Et le fait que les malades arrivent vers nous nous permet de les intégrer de mieux en mieux. Hein. Et de peut-être d'être plus performant entre guillemets dans Oui, l'aide, parce que d'être vous avez un plus retour direct près des de malades. leurs besoins, Ouais. de leurs attentes aussi. Combien de personnes font partie de l'association ?
Alors, nous sommes reconnus d'intérêt général Oui. sur la Vendée. Oui. L'Union nationale est reconnue d'utilité publique. Elle est la seule interlocutrice des pouvoirs publics D'accord. pour s'occupant d'Alzheimer, Ouais. reconnue par les pouvoirs publics. Et nous servons à peu près tous les ans 400 familles. Ah oui. Et nous avons 143 adhérents. Donc, nous voulons sensibiliser aussi Oui. les familles à nous rejoindre dans la grande famille des malades et des adhérents de l'association pour se sentir encore plus, se soutenir encore plus les uns les autres. On sait combien de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer en Vendée? Est-ce qu'on peut quantifier ça? C'est difficile parce que tout le monde ne vient pas vers nous. Ouais. Tout le monde ne fait pas non plus une demande d'aide départementale au conseil départemental. À la maison départementale, notamment? Oui, mais au conseil départemental, Et le conseil une aide départemental, ouais. financière. Tout le monde ne dépose pas un dossier pour être aidé. Donc c'est assez difficile de savoir. Je crois qu'il y a eu en 2014 1750 dépôts de dossiers qui pouvaient concerner Alzheimer, mais c'est très difficile de savoir exactement. On va revenir sur Alzheimer. Je voulais donner la parole à Marie-Marjolaine. Alors, vous êtes art-thérapeute et artiste. Artiste, on voit à peu près ce que c'est. Art-thérapeute, ça consiste en quoi, votre activité? Alors, l'art-thérapie, en fait, c'est l'utilisation du processus créatif Ouais. dans une visée thérapeutique ou de mieux-être. D'accord. Donc, ça ressemble à des ateliers d'art, mais qu'on va orienter vers un objectif thérapeutique. Par exemple, ça peut être une séance de peinture ou des choses comme Voilà, ça ou de danse, de peinture. Alors moi, ça va être Oui. les arts plastiques, Oui. calligraphie, écriture. Mais l'art-thérapie, ça peut être aussi avec la musique, la danse, le théâtre. Parce qu'on a vérifié, vu que par le biais de l'art, ça peut aider des malades. Voilà. Ouais. Oui. C'est une notion qu'on a... Est-ce qu'on sait... Je sais pas, je pose peut-être une question très bête, mais est-ce que c'est une notion qu'on a pris en... Je vois les images derrière. Ouais, en même vous temps. pouvez regarder. Ouais, Est-ce que tout à c'est une fait. notion de fait que l'art peut aider? C'est une notion qui, Oui, qui est là, ils récente. sont en train de faire des études, notamment à Caen, un neuroscientifique étudie avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer Ouais. les effets de la musique, notamment D'accord. voilà, sur leur cerveau au moment où ils écoutent la musique, au moment où ils pratiquent la oui. musique, etc. Donc de façon scientifique, démontrer les bienfaits de ces ateliers-là. Après, sans études encore précises, on voit déjà beaucoup de bienfaits au moment de la séance. Alors on va en reparler, on va rentrer dans le détail justement de ces séances parce qu'on voulait faire une émission aussi très pratico-pratique, parce qu'on parle beaucoup d'Alzheimer, mais on ne sait pas aussi concrètement ce qu'on peut mettre en place. Mais d'abord, on va faire un point ananas avec Baptiste. Baptiste, Oui. l'ananas, L'ananas, effectivement. Alors, l'ananas, on le connaît tous. En c'est voici super deux. bon l'ananas. C'est super bon. Là, on va voir, parce que là, entre Oui. les deux, à mon avis, il y en a un qui est meilleur que Je l'autre. pense qu'il y en a un qui sent plus que l'autre. Il y en a un qui sent Qui très sent bon. vraiment effectivement. l'ananas. Alors, on parlait Ouais. justement d'Alzheimer, l'odeur et le parfum. Ouais. Là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Les ananas, alors il y en a deux variétés là. Il y a l'ananas, on va dire classique, qui est la Ouais. variété que l'on trouve en supermarché. Et puis, la variété un petit peu de luxe, le Victoria. Qui coûte un bras. Qui coûte un bras, effectivement. La peau des yeux, presque. Voilà. Donc, ananas, on dit en Belgique, au Canada, ananas. On posait Alors la voilà, question, ça. c'était une question que je vous ai posée tout à Voilà, l'heure. donc ananas en France, ananas en Belgique, au Québec, dans d'autres On peut endroits dire comme les ça. deux alors. Voilà, et en langue amérindienne, classiquement, en 1493, quand Christophe Colomb À découvrir découvre l'Amérique. l'ananas, Ouais. voilà, eh bien on l'appelle nana, parfum des parfums. C'est dire que déjà à Ah, l'époque, c'est joli. eh bien les Amérindiens avaient déjà une forte appétence pour ce fruit grâce à son parfum. Vachement bien. On dit aussi que c'est le roi des fruits, tout simplement parce que c'est Ouais. le seul à avoir une couronne sur la tête. C'est très joli. Alors, voilà un champ d'ananas derrière vous. Alors, Ça, c'est un champ d'ananas. l'ananas est originaire d'Amérique latine, plutôt Brésil, Paraguay, dans ces coins-là. C'est une des rares broméliacées. On en a parlé un petit peu. Oui. Les broméliacées, c'est la famille de l'ananas. Ouais. C'est un petit peu le thème d'aujourd'hui. Oui. La majorité de ces plantes-là sont épiphytes, Adèle. On l'a déjà dit plein de Ah oui, fois. je pense que maintenant, c'est la course au mot que je ne connais pas. Vous testez à chaque Épiphyte. fois. Alors, À chaque émission, chaque vous avez le droit fois. de test. Épiphyte. Voilà. Alors, je le redis souvent, ce mot-là, épiphyte, c'est qu'il pousse sur d'autres plantes sans les parasiter. C'est le cas de beaucoup d'orchidées. En gros, normalement, ces plantes-là poussent sur les arbres sans les parasiter. Mais l'ananas Mais c'est pas l'ananas. fait exception, on le cultive au sol. C'est pour ça, Ah, comme on le voit d'accord. derrière, il se cultive au sol. Alors, il y a une plante qui ressemble à la couronne de l'ananas et duquel va sortir une tige avec
une fleur, tout d'abord, on la voit derrière. Mais regardez bien, chaque fleur, il y a plusieurs fleurs. Voilà, on voit l'image bien à l'écran. Ouais. Il y a plusieurs fleurs. Chaque fleur se transforme en fruit. Oui. Donc s'il y a plusieurs fleurs, il y a plusieurs fruits. Ah, exactement. Et donc, première curiosité, l'ananas, ce n'est pas un fruit, mais des fruits. Chaque écaille, c'est un fruit collé à un autre. C'est un peu comme une grappe de raisin hyper compactée. Voilà. C'est génial, je ne savais pas ça. Exactement. Alors, il est parthénocarpique. Parthénocarpique, ça veut dire qu'il est capable de s'auto-féconder en quelque sorte. Il est capable, sans fécondation, de produire un fruit. Normalement, c'est les oiseaux-mouches, les colibris qui vont polliniser un petit peu l'ananas. Moins il est pollinisé, mieux c'est, parce que plus il fait des graines, plus ça détériore son goût. Et donc, du coup, c'est un petit peu embêtant. Donc, il est parthénocarpique. Il peut faire des fruits sans aucun pollinisateur. Et donc, on en a des variétés décoratives qui ne servent pas forcément à être mangées, mais plutôt à être en déco. C'est tous les cousins et cousines dont on va parler tout à l'heure, de la famille des broméliacées. Alors, ça prend une grande place. Des plantes qu'on peut avoir à la maison. Des plantes qu'on peut avoir à la maison, tout à fait. On va voir ça dans la deuxième partie. Et juste pour revenir à ces deux-là, celui-ci vient par bateau, est coupé vert, ne mûrira quasiment jamais. Il ne sent pas beaucoup, et pour réutiliser sa rosette pour le multiplier, pour s'amuser à faire des petites boutures, ça va être compliqué parce que souvent il est descendu en dessous 10 degrés, ce qui le fait geler en quelque sorte. Ah, d'accord. Il faut le conserver entre 10 et 12 degrés. D'accord. Plus chaud, il se met à fermenter, plus froid, et bien il commence à geler. Celui-ci, il est extra, cueilli à maturité, mais il est arrivé par avion. C'est pour ça qu'il coûte un bras. C'est ça, pour ça qu'il est cher. Il est plus joli. Il est plus joli, il est meilleur. Et le parfum. Un petit goût de bonbon, celui-ci. C'est exactement. On verra la suite tout à l'heure, Baptiste. Ça marche. Juste une chose. Franck, ça doit vous changer parce que quand il y a Jérôme, on n'apprend pas grand-chose en fait. C'est vrai que là, je suis totalement subjugué par les connaissances et le niveau, effectivement. On est au-dessus quand même sur l'émission du mercredi. On est au-dessus sur l'émission du mercredi. Voilà, Jérôme. Si tu nous regardes, on t'embrasse. C'est pas vrai, Jérôme. C'est pas vrai, Jérôme. Merci beaucoup, Baptiste. On voit la suite tout à l'heure. On va revenir sur la maladie d'Alzheimer et sur l'association aussi. Quelles sont vos missions, Marie-Hélène, au sein de l'association? Sans rentrer forcément dans le détail, mais vous avez, je suppose, différents champs. La première mission, c'est accueillir, écouter, réconforter, soutenir les malades et les familles. Nous avons aussi une mission de formation auprès des aidants, auprès des malades éventuellement, mais avant tout auprès des aidants, auprès des professionnels aussi. Nous intervenons dans la formation des professionnels, que ce soit les aides à domicile, les assistants de soins en gérontologie, les assistants sociaux, les infirmiers, les médecins aussi. Nous sommes intervenus dans la formation des médecins. Et puis aussi soutenir la recherche, bien entendu. Et puis aussi sensibiliser les pouvoirs publics pour qu'ils nous aident. Alors nous faisons des envieux chez nos collègues des autres associations départementales parce que nous sommes vraiment reconnus comme des partenaires à part entière, associés à l'étude du schéma gérontologique régulièrement et soutenus financièrement par le conseil départemental. Je tiens à le dire parce que c'est important que les familles, les gens le sachent. Oui, en sachant qu'en plus en 2007, il y a 10 ans, c'était cause nationale. Cause nationale en 2007. Et que la journée mondiale d'Alzheimer, c'est le 21 septembre. Pour c'est ça. Et puis, nous allons commencer aussi, avec France Alzheimer, à commencer à sensibiliser les entreprises à la problématique des aidants qui sont encore en activité professionnelle. On en reparlera. Donc, le lien entre vie familiale et les deux, l'aide à son malade et son travail. Je voulais juste qu'on refasse un point et je me retourne aussi vers Franck. C'est une maladie qui aujourd'hui ne se guérit pas. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Il y a des traitements. C'est vrai que vous allez nous en reparler, Marie-Marjolaine, tout à l'heure, à travers cette approche non médicamenteuse qui fait partie des grands sujets aujourd'hui développés, parce qu'on voit effectivement qu'il y a des effets, qu'il y a des résultats. Il y a des traitements médicaux, sachant que la particularité de cette maladie, c'est que chaque cas est unique. Ça va fonctionner plus ou moins sur certains patients, pas du tout sur d'autres. Donc on avance à tâtons, même si la maladie a été reconnue déjà depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on peut penser que dans X temps, il y aura un traitement à la maladie d'Alzheimer? Moi, je rêve de dissoudre l'association. Ça veut dire qu'un jour, on aura trouvé. Mais c'est sans doute pas moi qui aurai ce privilège. Donc, on est vraiment qu'au balbutiement de... L'Union nationale soutient 14 recherches. Mais dans le monde, il y en a de multiples. Tout à fait.
Oui. Et alors juste une question, est-ce que la maladie varie en fonction aussi des ethnies? Par exemple, je prends l'exemple de la leucémie. Il y a, en fonction de l'ethnie, si on est asiatique ou si on est plutôt africain, etc., il y a des modifications. Est-ce qu'Alzheimer, alors comme c'est peut-être différent parce que c'est une maladie... Je n'ai pas cette information-là. C'était juste une question... D'un point de vue strictement médical, moi non plus. Pas forcément. Par contre, ce qui est intéressant... C'est une question de gène dans ces cas-là, pas une question de tout à fait. cerveau. Oui. Mais ce qui est intéressant, ça va être la manière dont la société va laisser ou non une place aux malades, finalement. Je peux vous dire qu'en Afrique, il y a des malades. En Afrique. Je l'ai su par un enfant de malade et il n'y a rien pour les soutenir et les soigner. Et après je donnerai dans la deuxième partie de l'émission la parole à Marie-Marjolaine. Comment on peut détecter un potentiel malade d'Alzheimer? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Il y a des signes, il y a des signaux avant-coureurs. Bien comme la désorientation dans le temps, dans l'espace, des modifications du langage aussi. D'accord. Voilà, le mot approprié, on le cherche, donc c'est la mémoire qui est à l'œuvre là, mais ou dans l'écrit, dans les écrits aussi, on peut trouver recevoir un courrier dans lequel il manque des mots. Voilà. Est-ce qu'une personne âgée qui radote au bout d'un moment, qui revient dans la conversation sur une information qu'on lui a déjà donnée, est-ce que c'est un début de signe d'Alzheimer? Qui radote pas forcément, parce que beaucoup radotent. Bien sûr, mais à tout âge d'ailleurs. Mais est-ce que ça peut être... Mais répéter, faire répéter. Et comme vous le disiez, à quelle heure on va manger, par exemple, alors qu'on a donné la réponse ou qu'on a déjà déjeuné. D'accord. Ce sont vraiment les premiers signes. Oui, ça c'est il faut faire attention. Il ne faut pas s'alarmer, mais il faut faire attention. Ce sont effectivement des points de vigilance. Oui. On va en reparler dans la deuxième partie de cette émission. C'est déjà la fin de la première partie. On se retrouve juste après une courte pause. On va manger l'ananas et puis on revient pour parler d'Alzheimer. Dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à la maladie d'Alzheimer avec l'association France Alzheimer Vendée. Nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Gavrel, la présidente et la coordinatrice, et de Marie-Marjolaine Dupont qui est art-thérapeute et qui intervient auprès des malades d'Alzheimer. D'ici quelques instants, le début de la chronique de Franck Jain, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau. Ça sent bon l'ananas parce qu'on en parle avec Baptiste. Je voulais juste qu'on voit un petit film avant de donner la parole à Marie-Marjolaine. Un petit film qui a été fait par France Alzheimer et ça donne ça. Hyper percutant, il n'y a pas besoin d'en dire plus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas le spot le plus récent, il y a un nouveau spot qui est sorti, mais celui-ci me paraissait plus lisible, en tout cas pour parler de la maladie. Marie-Marjolaine, vous êtes art-thérapeute, vous avez expliqué un petit peu en quoi consistait votre métier. Concrètement, pour les malades d'Alzheimer, puisque l'association a fait appel à vous pour mettre en place des ateliers, comment ça se passe? Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de participants? Où ça se passe? Qu'est-ce que vous y faites par rapport à ces malades d'Alzheimer? Alors, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors, on loue une salle donc à La Roche-sur-Yon, dans l'association à vrai dire. Ouais. Une belle maison, voilà, donc une pièce très agréable. Viennent en général 6-8 participants. Pas plus? Pas plus. Ouais, pour être vraiment avec eux. Ouais. Ouais. Donc les participants, ce sont des personnes malades, accompagnées ou non d'un proche. D'accord. Voilà. La séance dure 2 heures. C'est très convivial, c'est de 10h du matin à midi, c'est une fois par mois. Voilà, et puis il y a donc une bénévole de l'association qui est là aussi, qui co-anime avec moi. Co-anime avec vous, ouais. Ça permet vraiment une convivialité, un échange de paroles. D'accord. Voilà. Et concrètement, comment ça se passe? Donc concrètement, j'amène un sujet d'art plastique, d'écriture, ça peut être de la sculpture, tout ce qui peut toucher aux arts plastiques. Ouais.
Et puis qui peut susciter surtout un élan créatif chez les personnes. Alors j'amène toujours pas mal d'images parce que ça c'est mon truc. J'essaye d'amener pas mal de choses pour que les personnes puissent se retrouver dans un élément, se dire ah tiens ça m'intéresse, ça me plaît. Et puis en fonction des niveaux aussi de chacun. Il peut y avoir des personnes beaucoup plus à l'aise qui ont déjà expérimenté l'art, d'autres pas du tout. Voilà, à moi de les accompagner de façon bienveillante et puis pour que chacun passe vraiment un bon moment. Ce qui est intéressant aussi avec la personne, avec un aidant, c'est qu'elle peut faire le lien aussi sur les intérêts de la personne. C'est-à-dire que là, je pense par exemple à un couple qui vient, dont le monsieur ne parle pas du tout. D'accord. Complètement, donc vraiment à un stade avancé de la maladie. Ce qui veut dire que la communication se fait avec l'épouse ? Votre communication. Voilà, on arrive à faire des choses, mais c'était d'autant plus intéressant. La dernière fois, on est parti sur un dessin de carpe japonaise et elle a pu m'expliquer toute sa passion à lui des poissons. Il avait d'énormes aquariums chez lui, etc. Et il est resté pendant 2 heures à peindre ce poisson de façon très colorée et sans déambuler comme à son habitude. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer. Il s'est concentré entre guillemets sur le dessin. C'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé à la fois dans des ateliers avec France Alzheimer et puis dans les EHPAD dans lesquels j'interviens aussi. C'est cet arrêt de la déambulation. Ils se posent. Ils arrêtent d'essayer de sortir absolument ou de chercher à retourner chez eux. Dans un désarroi parfois. Oui, parce qu'ils sont un peu perdus. Oui, tout à fait. C'est une caractéristique, là, le fait de bouger, de vouloir sortir, etc., dans la maladie. Marie-Hélène, et puis peut-être après Franck. Oui, pas chez tous les malades. Pas tous, chez certains, oui, chez même beaucoup d'ailleurs. Franck, ouais. Tout à fait. Une des analyses intéressantes, c'est déjà de dire peut-être que les personnes ne fuguent pas, qui est un mot de vocabulaire qui est vraiment adapté, rattaché au monde de l'adolescence. Les adolescents fuguent, pas les personnes âgées. Donc quelqu'un qui cherche à partir, qui cherche tout simplement là où il est, cherche une solution peut-être à cette angoisse, etc., s'explique aussi en partie parce qu'effectivement, il ne reconnaît plus les lieux. Et lorsque vous sentez dans un lieu étranger, de fait, vous ne vous sentez pas bien. Ouais, c'est ça. Est-ce que juste pour après donner la parole à Franck pour sa chronique, est-ce que le fait de reconnaître, là, c'est le cas du poisson, de la carpe, qu'est-ce que ça génère chez le malade d'Alzheimer ? Ça génère quoi ? Des souvenirs, des réminiscences ? C'est surtout que l'émotion qui n'est pas atteinte par la maladie, les sensations, les émotions ne sont pas déconstruites par la maladie, contrairement à tout l'appareil cognitif. Et fait remonter ses souvenirs et visiblement le bonheur d'avoir vécu cette passion-là. Vous le sentez vraiment comme ça, Marie-Marjolaine ? Ah oui, vous l'avez ressenti comme ça ? Oui, bien sûr. Le côté, je suis contente d'être là. Apaisant, apaisé, tout à fait. Et puis le temps qu'il a pris et le perfectionnisme avec lequel il a réalisé cette peinture-là, c'était parce qu'il était déjà venu d'autres fois et jamais il était resté 2 heures comme ça, concentré, appliqué jusqu'au bout, à choisir ses couleurs sans problème. Et être en situation de réussite. Oui, c'est ça. La maladie met souvent en situation d'échec. On va en reparler justement, parce que c'est vraiment ça, c'est la réussite, le fait de se dire que c'est pas du négatif, mais qu'il peut y avoir du positif dans la maladie. Mais d'abord, on va faire un point avec Francky. Alors avec Franck, parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Francky. Mais c'est la première fois que je vous appelle Francky. Je suis contente de vous voir mercredi. C'est vrai, ma petite Adèle, tout à fait. Grande-Bretagne. On Absolument. part en Grande-Bretagne. Alors, effectivement, on va directement faire le lien avec ce que vous évoquiez à l'instant, en travaillant sur le souvenir, et notamment par rapport aussi à votre travail que je trouve particulièrement intéressant, en faisant appel finalement à différentes mémoires avec différents supports. La mémoire visuelle, la mémoire des faits anciens, la mémoire des faits récents, la mémoire des faits historiques aussi qui ont marqué notre histoire de vie.
et qui sont finalement ancrés quelque part au fond de notre mémoire, et le rôle de l'art-thérapeute ou le rôle de l'aidant, comme on va en parler maintenant, eh bien, vont être des supports finalement, des sortes de tuteurs qui vont permettre, ou des clés, qui vont permettre d'aller ouvrir à un moment donné la serrure d'un tiroir enfoui au fin fond d'une immense bibliothèque. Et donc, le sujet du jour, c'est pousser la chansonnette à d'elle, eh bien, améliore la mémoire et prévient le déclin cognitif, donc le déclin intellectuel. Figurez-vous, est-ce que vous le saviez ça déjà ? Est-ce que vous aviez déjà imaginé que la musique était aussi puissante que cela ? Vous en avez parlé tout à l'heure, madame, puisque la musique va faire appel à l'émotion, aux émotions. Et c'est un sujet, c'est un objet qui va rester intact jusqu'au bout de notre vie, quel que soit notre état de dégradation, de fragilité psychique en fait. Pourquoi l'Angleterre ? Alors pourquoi l'Angleterre ? Parce qu'en fait je vais vous présenter un homme qui porte désormais le sobriquet de The Sun Game Minuteman, qui veut dire homme à la musique, à la chanson, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à son fils que l'on voit sur la photo. Il s'appelle Ted McDermott. Cet homme effectivement s'appelle Ted, et toute sa vie en fait il a voyagé pour chanter dans les différents lieux de concert de Grande-Bretagne. Donc en fait, le maître mot, le fil rouge de la vie de cet homme, comme vous d'ici quelques années, puisqu'en avançant en âge, eh bien, cette expérience va grandir. Si vous continuez à travailler sur les plantes, sur l'ananas par exemple, eh bien, imaginons qu'un jour, si vous êtes touché effectivement par la maladie, eh bien, lorsqu'on vous parlera de jardin botanique, lorsqu'on vous parlera d'ananas, alors que vous ne serez peut-être plus en capacité de communiquer, eh bien, vous nous parlerez et vous nous raconterez une histoire, vous nous raconterez nos histoires, peut-être les chroniques que vous nous avez racontées. Donc, on est en illustration, en vidéo, regardez ce que ça donne. Oui. C'est ça ? Every day I wake up and I start to break up. Lonely is a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely is a man without love. Every day I wake up and I start to break up, knowing that it's cloudy or fine. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely is a man without love. Il est atteint d'Alzheimer. Cet homme est touché par la maladie d'Alzheimer, ne reconnaît plus son fils. C'est génial. Ah, il ne reconnaît plus son fils. L'histoire, en fait, effectivement, de ces deux hommes, comme on le voit dans beaucoup d'histoires de couples, de familles, de parents-enfants, etc., c'est effectivement lorsque le parent ou le conjoint ne nous reconnaît plus. Et en fait, cet homme, donc ce fils, a réussi à reconstruire une nouvelle histoire avec son père, en voiture. L'objet finalement de la réminiscence, de cet atelier réminiscence, eh bien, c'est de l'emmener en voiture, de l'embarquer avec lui. Il met la musique sur laquelle son père a chanté pendant des années, puisque c'était sa vie, c'était toute sa vie. Et là, il réécrit une histoire avec son père. En tout cas, un joli témoignage que je voulais vous présenter. Le fils aussi est pas mal, mais lui est très très beau. Absolument. Non, mais sérieusement, c'est très joli. Juste, je lis quand même la fin de votre chronique. Il y a eu un appel aux dons. Il y a eu un appel aux dons. Juste très vite, Franck. Ils en sont à 45 000 € de dons récoltés grâce à Facebook. Pour la maladie. Pour la maladie, effectivement, pour les associations qui œuvrent, comme vous, mesdames, au service de si je peux me permettre. Allez-y, je vous en prie. Raison magnifique. Nous mettons en place tous les ans un concert d'opéra avec de véritables artistes confirmés, jeunes mais confirmés, dans un EHPAD. Pour le plus grand bénéfice des malades ou des personnes âgées. Ouais. Et il y a aussi une étude qui observe les effets bénéfiques. Et je dois retourner à l'hôpital de La Châtellerault au printemps pour recueillir les observations du personnel. Merci Franck, en tout cas, c'est une très jolie histoire. On verra la suite tout à l'heure. Ça fait carrément le lien avec vous, Marie-Marjolaine. Oui, tout à fait. Et puis c'est en résonance avec ce que je peux vivre à la fois donc avec l'association Alzheimer et dans les EHPAD, c'est-à-dire que l'art permet un cadre hors du temps, un peu un cadre extraordinaire, si je puis dire, de joie. Là, c'est extraordinaire quand on les voit ensemble, tout s'arrête, on ne pense plus aux dévalorisations, au mal-être, aux angoisses, au quotidien, aux lourdeurs. De la maladie. Il y a cette fantaisie. Moi, je me souviens d'un patient qui m'avait dit
ça permet d'amener de la fantaisie dans nos vies. Et c'est vrai que c'est important aussi, cette espèce de légèreté, de fraîcheur, de retrouver un élan dans une peinture, dans un projet créatif à plusieurs, l'art permet ça. La musique aussi, dans les ateliers, je mets aussi de la musique et on se prend à chanter comme ça, tous ensemble. Dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est à la fois, je rebondis sur ce que vous dites Marie-Marjolaine, c'est à la fois bénéfique sur Ted, le papa, mais on sent que Simon, le fils, c'est extraordinaire pour lui aussi, lui qui n'est pas malade. Donc il y a vraiment une connexion qui se fait. Certains aidants nous disent, par exemple, on n'avait pas forcément une très bonne relation avec papa, mais depuis qu'il ne peut plus parler, notre communication s'est enrichie. Donc on est bien d'accord, la maladie d'Alzheimer, à quelques stades que ce soit, évidemment, on souhaite à tout le monde de ne pas la vivre dans la famille, mais ça peut être aussi un plus. C'est-à-dire ça peut être quelque chose de positif. Mais qui crée de la solidarité. Alors ça peut créer aussi des conflits graves dans certaines familles, mais ça peut créer aussi de la solidarité. Et, par exemple, chez les Douilles Artistes, cette association de 150 membres d'une même famille qui sont fous de théâtre. Et la famille Douillard. Et qui prépare pour nous un spectacle avec nous, autour de la journée mondiale au mois de septembre, les 23 et 24 septembre. Et qui font ce spectacle. C'est pas un spectacle sur la maladie d'Alzheimer, ils font ça pour leur grand-père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc on a encore sur l'art et sur le... Et pour célébrer leur solidarité aussi. C'est vachement bien. On va évidemment reparler de la maladie d'Alzheimer et aussi on va parler des jeunes. Ceux qui sont atteints des jeunes, mais on va faire une courte pause. On se retrouve juste après cette petite coupure et on reparle de la maladie, la suite de la chronique de Baptiste et la suite de la chronique de Franck. Dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à la maladie d'Alzheimer et plus précisément à l'association France Alzheimer Vendée. Nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Gavrel, sa présidente et sa coordinatrice, et de Marie-Marjolaine Dupont, l'art-thérapeute qui met en place des ateliers pour les malades mais aussi pour les aidants. Et je crois que Franck, vous avez justement une question concernant les aidants pour rebondir sur l'histoire du couple que Marie-Marjolaine nous parlait dans la deuxième partie de cette émission. Absolument, Adèle, et notamment sur le regard posé par les aidants sur leurs proches, et notamment à travers les activités qui sont proposées, à travers tout ce que vous mettez en place pour accompagner les personnes touchées par la maladie l'une et l'autre. Est-ce que ces supports permettent aux aidants familiaux et aux aidants professionnels également, de découvrir encore des compétences aux personnes, alors qu'on les stigmatise comme n'étant plus capables d'eux. Et on fait leur place. En faisant leur place, tout à fait. Oui, c'est vraiment l'atelier permet vraiment un nouveau regard sur soi pour la personne malade, et pour l'aidant aussi, parce que du coup, elle participe tout autant. Mais également un regard sur l'autre. Et ce couple-là, c'était au début, la dame, quand elle venait, était vraiment dans un rapport presque directif, très très directif, avec son mari, montre-leur ce que tu sais faire, etc. Beaucoup sur son dos. Et du coup, je l'ai orientée vers une pratique artistique elle-même. Du coup, elle a pu vraiment... elle discutait aussi parce qu'elle avait besoin de ça, mais elle s'est elle-même canalisée dans sa pratique. Lui, il a fait tout autant de sa production à lui, et ça permet effectivement un autre rapport, quoi. Un autre rapport que celui habituel entre eux, de revoir l'autre capable de faire des très belles choses tout autant qu'elle, de ne plus être dans un rapport des fois un peu faussé, sans que je juge quoi que ce soit. C'est la personne justement qui a mis les conditions pour que effectivement des résultats puissent se produire à ce moment-là. C'est une sorte de déclic, c'est ça ? Je rebondis sur ce que dit Marie-Marjolaine et Franck. Marie-Hélène, ça touche la vie familiale et la vie professionnelle, la maladie. En particulier lorsque l'aidant est encore en activité professionnelle, ce qui est le cas lorsqu'il est conjoint d'un malade jeune. Qu'est-ce qu'on appelle le malade jeune ? Ou parents de malades. Malade jeune, alors, malade jeune, c'est qui ? Nous connaissons un certain nombre de malades qui nous rejoignent, qui sont dans leur soixantaine. Aujourd'hui, c'est jeune. C'est jeune. Ah oui, c'est jeune, bien sûr. Mais bien en dessous.
Nous avons une malade que nous connaissons depuis ses 45 ans. Et qui a été diagnostiquée Alzheimer à partir de 45 ans. Voilà, et dès 42 ans, elle sentait que ce n'était pas tout à fait normal. Et les médecins l'ont diagnostiquée pour une dépression. On diagnostiquait une dépression. Et elle disait, je n'ai pas que ça. Et elle a réclamé pendant 2 ans des examens complémentaires qui ont mis à jour effectivement une problématique Alzheimer. Mais il y a encore des cas plus jeunes, moins de 30 ans, ça existe. Nous n'en connaissons pas personnellement, et tant mieux, mais ça existe. Ça existe. Oui. Et donc, comment on gère la maladie d'Alzheimer quand on est conjoint, par exemple, et qu'on travaille? Comment on gère quand on est malade d'Alzheimer et qu'on travaille? Alors, quand on est malade d'Alzheimer et qu'on travaille, c'est difficile parce qu'il y a une perte progressive des compétences professionnelles, hein, et ça conduit parfois à des licenciements si l'entreprise n'a pas identifié quel est le problème. Hein. La personne n'est jugée que sur son incompétence. Hein. Et puis, chez le conjoint, qui est en activité, soit agriculteur, artisan, commerçant, vous imaginez bien, il va falloir jongler avec ces journées qui sont très longues, hein, et puis l'aide aux malades. Et lorsqu'on est salarié d'une entreprise, il faut aussi arriver à tout concilier, les contraintes du travail et l'aide auprès du malade. Et en moyenne, on estime qu'un aidant en activité professionnelle consacre 3 heures par jour à son malade. En plus de la vie du travail, famille, etc. Alors, vous imaginez bien que s'il n'est pas relayé sur le week-end, par exemple, ou sur un autre jour de la semaine, au bout de la semaine, le salarié a fait ses 35 heures, plus que la moitié de 35 heures, en aide aux malades. Hein. Et s'il a une activité d'agriculteur ou de commerçant ou d'artisan, les journées sont encore plus longues. Donc, ces 3 heures-là, on peut les rajouter. Alors, bien sûr, il y a des aides qui peuvent venir au domicile, hein, des aides de proches ou des aides de professionnels, mais le coût financier des aides de professionnels ne permet pas à tout le monde, surtout dans notre département où les salaires, les retraites sont quand même assez faibles, de pouvoir faire face pouvoir assurer cette aide-là. D'accord. On va évidemment terminer cette avec des conséquences sur la qualité du travail du salarié à son poste, si vous voulez. Hein. On va en reparler bien sûr de la maladie d'ici quelques instants, mais d'abord on va faire un point ananas. Sans jingle. Sans jingle. Voilà. C'est tout à fait l'inverse d'Alzheimer. Eux ont gardé la tête, mais ont perdu les racines. Alors, exactement. C'est exactement on va reparler d'ananas. Donc, la famille des broméliacées. Ouais. Donc, on reconnaît bien cette forme d'ananas au-dessus. On va parler des cousins, c'est ça? Et on va parler des cousins et des cousines qui sont existait. épiphytes. Je rappelle, épiphyte qui vit sur une autre plante sans la parasiter. Donc, par exemple, qui vit sur un arbre accroché. Ah, génial. L'exemple type, un Tillandsia accroché sur une écorce. Alors on l'a en visuel sur une branche d'arbre en Amérique centrale. Ah oui, on n'en voit pas chez nous de ça. On n'en voit pas chez nous. Alors j'ai eu la chance au Costa Rica entre autres d'en apercevoir plusieurs. C'est votre photo ça? C'est pas ma photo, non, mais vous êtes allé voir. J'avoue que j'ai pas eu le temps de refouiner dans toutes les photos. Mais voilà, c'est tout à fait le type de choses qu'on qui voit. pousse sur un autre arbre. Voilà, partout dans toute l'Amérique, on trouve ça. Et donc, qui pousse de façon épiphyte, avec une particularité, c'est que donc, ces plantes-là ont des racines qui ne servent qu'à s'accrocher. Donc aucune utilité des racines, mais par contre une grosse utilité au niveau de la tête parce que c'est ce qu'on appelle entre autres des plantes aquarium. Au cœur de ces plantes-là va se stocker de l'eau et c'est par cet endroit-là que la plante va capter son eau et les minéraux qui vont lui permettre de pousser. Donc il faut la vaporiser très régulièrement puisque c'est par cet endroit-là. Oui, alors elle a besoin de conditions tropicales dans l'idéal, mais on s'en fiche, on accroche ça comme ça à une ficelle, pas besoin de terre, rien du tout, on l'accroche dans la salle de bain, une douche chaque jour. La vapeur d'eau, voilà. Il faut surtout de la luminosité. Voilà. Et ça fait des jolies petites fleurs, regardez. Ah, c'est joli. Voilà. Et donc. Et ça s'appelle pas ananas. Non, ça s'appelle Tillandsia. C'est ça. Voilà, Tillandsia, Bromélia, Acmea, plein d'autres cousins et cousines qui sont Guzmania. Voilà, on en voit un peu partout, ça dans tous les supermarchés aujourd'hui, on prend ça. Particularité de toute la famille des broméliacées, dont l'ananas, c'est des plantes monocarpiques. Monocarpiques, je ne fleuris qu'une seule fois. Je crois qu'il y a 6 mots que j'avais jamais entendu parler. Ah bah oui, mais j'essaye d'en redonner. Non mais je vous dis, il y a la surenchère à mort. Mais je note. Mais c'est très important, monocarpique. Monocarpique, c'est qu'il ne fait qu'une seule fois dans sa vie des fleurs et qu'une seule fois un fruit après la plante meurt. Donc, une fois que la rosette... C'est hyper romantique. Hein. Voilà. C'est hyper beau. C'est ça. Je donne tout, je meurs après. Je donne tout et je meurs. C'est un peu histoire de montre religieuse. Non, mais il y a d'accord. Mais alors, il faut être là le jour où elle fait la fleur. Alors, ça fait une fleur, ça dure un petit peu longtemps. Donc là, l'Acmea, c'est le cas typique. On achète ça, on l'offre à quelqu'un.
faut lui dire je te l'offre, mais ça va crever dans peu de temps. Mais attention, ça ne fait pas que crever, ça fait des rejets sur le côté, et ces rejets, ce sera la progéniture qui va permettre à la plante de fleurir. La nature est quand même vachement bien faite. Et tout comme l'ananas, pour déclencher la floraison, ça va être un dégagement d'éthylène qui va permettre ça. Donc pour faire fleurir ces plantes-là, si on en a depuis au moins 3-4 ans et qu'elles ne fleurissent pas, il faut mettre des pommes et des bananes à côté pendant un petit peu de temps, histoire que ça provoque la montée à floraison. Pour les ananas, on met ça chimiquement sur les champs d'ananas et ça déclenche la montée en fleurs. Pourquoi des pommes et des bananes ? Parce que les pommes et les bananes sont des fruits climactériques. J'en reparlerai une autre fois. Non, mais ça serait bien de faire une chronique dessus. Mais bien sûr, donc ça il dégage paraît de qu'il ne l'éthylène. faut pas mettre certains fruits avec les pommes et inversement. Exactement, parce qu'il dégage de l'éthylène et ça accélère le mûrissement. Souvenez-vous de la rose de Noël, le poinsettia. Exactement. Je vous avais dit pas les fruits à côté, parce que ça accélère la maturation des fleurs et des fruits. Et j'ai écouté votre chronique. Et donc, dernière broméliacée, Très donc vite, on en a plein d'autres. Ouais. Mais c'est joli, hein. Celle-ci, ça, c'est quoi, ça ? Eh ben, c'est la même chose que ça, mais version miniature. C'est comme s'il y avait des miniatures de ça les uns à côté des autres. Génial. Et regardez votre photo. C'est emblématique du bayou de Louisiane. Ah, le bayou. Le bayou. Le fameux marais. La princesse et la grenouille pour les enfants. Oui, je vous j'ai conseille, encore ce week-end. faut regarder, ça pend partout aux arbres. C'est un Tillandsia. Le bayou. C'est super Tillandsia joli. usnoides. Et donc, tout comme les autres, ils ont des trichomes, ces fameuses cellules qui leur permettent d'absorber l'eau par leurs feuilles. Donc, quand on la trempe, elle est toute verte. Les trichomes absorbent l'eau et hop, elle se remet à sécher. C'est vachement bien, Baptiste. Voilà. Et ça pousse sur les fils électriques, regardez. C'est génial. Complètement fou au Mexique. C'est vachement bien. Merci beaucoup, Baptiste. Juste pour dire, vous avez le Jardin des Curieux. Ah voilà, toutes les chroniques, plein de choses à découvrir sur le Jardin des Curieux. Et chaque semaine, on essaye d'enrichir le site. Ça prend du temps, mais j'espère que vous retrouverez tout un tas d'informations. Ledjardindescurieux.com. Voilà. Merci avec beaucoup, le Baptiste. petit jingle de fin, restez curieux. Activité d'art-thérapie, j'avais du coup. Ouais, Exactement. bien sûr. Ouais, après, vous discuterez ensemble. Franck Jahan, on reparle d'Alzheimer avec votre chronique. Absolument, Vous n'explosez pas votre temps. Absolument, Adèle, pour vous parler de Je vous le dis musique tout et de de suite. danse qui permettrait en fait à la vie de retrouver un peu de sa valeur perdue avec la maladie. En tout cas, question. D'accord. Et si elle possédait également le pouvoir, donc la musique et la danse, c'est bien formidable de transformer le quotidien des personnes atteintes et touchées par la maladie. En tout cas, depuis une vingtaine d'années, vous avez parlé d'études tout à l'heure, effectivement, qui ont été menées. Eh bien oui, il y a plein d'études qui sont lancées un petit peu partout dans le monde sur le sujet, puisque l'évolution des techniques de neuroimagerie notamment, eh bien, permettent d'identifier plus précisément les effets et les modifications que la musique peut provoquer dans notre cerveau. Nous avons effectivement tout un tas de petites glandes au fin fond de notre cerveau, notamment une qui est le cœur, la centralisation même des émotions, et que la musique va réussir à atteindre, va réussir à toucher. Ça existe déjà chez les personnes qui ne sont pas atteintes de la Bien maladie. évidemment, parce que regardez, ne serait-ce que là, si on diffusait une musique pour faire un atelier réminiscence, on a tous en tête une musique qui va nous rappeler un souvenir, un bon, exactement. un mauvais, qui va nous rappeler un événement, qui va nous rappeler un lieu, un moment de notre histoire de vie, etc. Et en fait, c'est sur toute cette histoire finalement de vie, eh bien, que la danse, que la musique, eh bien, va aller rechercher du plaisir, va aller rechercher... Ça agit sur les zones du cerveau. Absolument. Clac. Et qui, comme par magie, j'aurais envie de dire, alors que certains diagnostics montrent que, entre guillemets, l'électrocardiogramme est plat, si je prends cette image-là, eh bien, qu'il y a des connexions qui se remettent en place. En tout cas, la musique, eh bien, capte facilement notre attention dès qu'il y a de la musique dans l'environnement. En fait, le cerveau, eh bien, va se synchroniser naturellement. Et c'est ça qui était absolument extraordinaire. C'est absolument génial. Plongeons-nous en musique. Voilà, petit extrait musical, regardez, c'est divin. C'est une relation privilégiée qui est vraiment puissante. Parce que à ce moment-là, on existe l'un pour l'autre.
C'est hyper émouvant. C'est beau. Vous disiez quelque chose, Marie-Marjolaine ? C'est-à-dire qu'on voit, c'est très touchant de voir voilà, les danseuses danser avec les patients. Et on voit aussi les personnes à côté assises. Et les études montrent que même l'écoute simple de la musique active les zones de motricité comme si eux-mêmes jouaient de la musique. C'est ce que le neuroscientifique de Caen qui fait les études a démontré là. Donc ça active même ceux qui sont à regarder. C'est super. Et puis dans le lien voilà, d'humanité, il n'y a rien de plus beau. En plus, ça se voit tout de suite. Alors là, effectivement, nous sommes partis là au Canada, qui est plutôt précurseur. En avance, En tout cas, je dirais dans l'essai de techniques et d'approches justement non médicamenteuses. Ce qui est intéressant là dans le reportage que l'on vient de voir, c'est que pour accélérer encore plus tout cela, eh bien, ils disposent des casques audio sur les oreilles des patients. Ce qui du coup leur permet une plus grande concentration et du coup une plus grande activation finalement des effets positifs de la musique. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut plus danser. Il faut plus danser. Et plus écouter de la musique. Absolument. Et plus peindre et dessiner. Etc. Parce qu'un point juste pour terminer, Adèle, qui est intéressant, c'est que la maladie d'Alzheimer, une des caractéristiques, si je puis dire, eh bien, enclenche un phénomène de désinhibition. La désinhibition, si on la regarde du côté positif du terme, comme quand on boit quelque chose qu'on aime bien, ou même qu'on aime bien, sans forcément qu'il y ait d'alcool. Adèle, on est à la télé, attention à ce qu'on dit quand même. Mais cette désinhibition va favoriser, là je rebondis encore sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cette facilité à créer en toute liberté, puisque finalement les tabous tombent les uns après les autres. Voilà. Et du coup, je vais, entre guillemets, pouvoir me lâcher, pouvoir m'autoriser aussi à vivre quelque chose ou à revivre un événement, un moment de ma vie. Marie-Hélène, merci Franck. Nous avons été témoins d'un monsieur qui a retrouvé contact avec son corps dans un cours d'aquagym, une séance d'aquagym, et une dame pendant un spectacle de music-hall. Elle était arrivée en marchant comme ça, elle est repartie. Voilà, et elle était heureuse. C'est un très très beau témoignage. L'art, c'est ça, ça permet aussi de mettre en avant tout ce qui fonctionne et tout ce qui va bien chez la personne. Oui, alors ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est le plus et pas le moins. Voilà. C'est ça, c'est le plein et pas le vide. Ça change toute l'approche. Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire que vous changez aussi l'approche des accompagnateurs, des aidants, de la famille, parce que quand on annonce qu'un tel et un tel est atteint de la maladie... Écouter, réconforter, soutenir, ce n'est pas accompagner dans la plainte. Bien sûr, nous prenons en compte la plainte et la douleur des personnes, qu'elles soient le malade ou l'aidant, mais c'est les aider à regarder le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié. Trop souvent, les médias pour sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics, s'il fallait le faire, ont montré trop souvent la fin du film. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Et je pense que le début du film, personne ne l'a vu parce que la projection a commencé, nous n'avons rien vu, nous n'avions pas été attentifs au début, on ne sait pas quand il a commencé. Mais toute la projection, c'est la vie. Et tout au long de la projection de notre vie, c'est important, en mettant en place au fur et à mesure les dispositifs adaptés, on peut continuer à vivre. Et nos malades en témoignent d'une manière très positive. Ce que vous dites, c'est que la maladie d'Alzheimer n'est pas la fin de vie, n'est pas après la vie, elle est dans la vie. Oui, avec une problématique particulière qu'exprimait très très bien une malade ces jours-ci. Je dois vivre avec la personne que j'étais avant, parce que les choses évoluent, Madame Alzheimer qui s'est invitée dans ma vie, et puis la personne que je suis aujourd'hui, avec peut-être aussi projeté sur la personne que je serai encore un peu plus tard. Et ça, c'est assez difficile à concilier pour les personnes. Ce qui veut dire qu'elles ont conscience qu'elles... Oui, elles ont conscience. Au départ, qu'elles sont plus fragiles, tard, c'est différent. Dans une maladie plus évoluée, évidemment, les temps de conscience, moi, je pense qu'ils existent jusqu'au bout, parce que j'en ai été témoin, si on croit à la personne. Donc, ils sont conscients jusqu'à la fin. Mais par contre, les moments de conscience et de lucidité sont de moins en moins fréquents et de moins en moins longs à chaque fois. Ça peut être un éclair. Mais il y a un très beau poème qui dit « Lorsque toutes les lumières sont éteintes, dans le noir brillent encore les diamants et les pierres précieuses. » Ça veut dire que la personne n'est pas résumée à sa maladie. C'est une personne avec toutes ses richesses, et tout ce qui n'est pas sa maladie est toujours là.
C'est sur cette parole qu'on va finir l'émission, parce que je vois pas ce que je pourrais dire après. Ça viendrait toujours à côté. En tout cas, pour contacter l'association, il y a un site internet qui existe qu'on va afficher, c'est francealzheimer-vendée.org. Vous avez toutes les informations. Vous pourrez aussi prendre contact directement avec Marie-Hélène Gavrel, qui est la présidente et la coordinatrice. Merci Marie-Marjolaine aussi Dupont d'avoir accepté l'invitation de la grande émission, et continuez bien vos ateliers d'art-thérapie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Messieurs, je vous dis à très vite. Je ne sais pas quand, mais à très vite. Vous allez renvoyer tous vos ananas, Baptiste. En tout cas, c'était une très belle chronique. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain et je vous embrasse.